Alors bonsoir tout le monde. Alors voyons voir, je vais lancer quand même un Blender et exécuter processeur graphique Nvidia. Alors vous me voyez faire ça depuis le début, mais c'est parce que j'ai un portable avec deux cartes graphiques, le système Optimus, une carte graphique Nvidia intégrée qui prend le relais que quand tu as besoin de puissance, et sinon c'est l'Intel qui vous prend pas beaucoup de puissance et qui consomme pas. Le problème c'est que c'est un peu galère à régler sous Linux et puis c'est un peu galère en règle générale quand même. Mais enfin bon, ça marche pas trop mal. Donc on peut lancer ça, mais il faut vraiment se mettre à ce niveau-là pour que ça fonctionne. C'est-à-dire le lancer en processeur graphique Nvidia. Donc là j'ai pris une des dernières versions de Graphical parce qu'elle a pas mal de add-ons enclenchés. Alors je vais voir ce qu'il y a de plus là-dessus. Voilà. Donc on y est, vous suivez tous? Ok, donc on continue. Donc on me demande ce que c'est les layers. Alors les layers, moi ce que je connais c'est ça. Les calques. C'est en layer ce que j'ai entendu parler. Enfin ce que je connais c'est ça. Il y en a peut-être ailleurs. Il y en a peut-être ailleurs, même certainement. J'ai pas encore pratiqué, donc on verra après. Mais le principe du layer c'est ça, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 x 2, 10 x 2, 20 caches possibles. Là en l'occurrence, moi j'en avais parlé je pense tout au début. Là en l'occurrence on a notre objet qui est dans le cache 1, c'est dans le layer 1 qui est signalé par une petite boule orange sur le cache. Si je clique sur le deuxième cache, je n'ai rien du tout, ni lumière, ni masque, ni rien du tout, ni rien du tout quoi en fin de compte. Et si je reviens sur le 1, je vois le c'est les tiroirs vides, je vois la lumière, la caméra et l'objet. Si je duplique mon objet en faisant un Shift D, alors je vais sélectionner mon objet, je fais un Shift D avec le bon clavier, voilà, je déplace mon objet ici, et que cet objet là je veux le mettre dans le calque 2. Pour le mettre dans le calque 2, j'appuie sur la touche M comme Move, et là il m'ouvre le même dessin de calque que j'ai en bas, et je peux cliquer sur la destination de mon objet. Je vais prendre le deuxième, donc mon objet disparaît du calque 1. Par contre dans le calque 2 on voit qu'il y a un tout petit point orange qui s'est rajouté, qui veut dire que ce calque est occupé par quelque chose, donc il n'est pas vide. Donc si je clique dessus, eh bien, je vois le deuxième objet que j'ai transféré dans le calque 2. Donc on peut travailler avec plein de calques, c'est bien pratique. On peut mettre une scène complète dans un layer. Oui bien sûr, on prend toute mais là dans ce cas là c'est toute la scène, autant créer une nouvelle scène. Je veux dire c'est pour cacher, c'est pour ranger les choses quoi. On peut mettre des couches d'objets, on peut éclater votre scène dans plusieurs calques pour pouvoir les faire revenir quand vous voulez quoi. Alors pour fusionner les calques, évidemment qu'on peut le faire. Là je suis sur le calque 2, là je suis sur le calque 1. Voilà, donc c'est pas les mêmes objets. Si je veux voir les deux objets en même temps, les deux calques en même temps, je fais un Shift, je reste enfoncé sur Shift sur la touche Maj quoi, et je sélectionne. Donc là j'ai les deux calques de sélectionner, et on voit les deux objets qui apparaissent, et on peut travailler sur les deux objets. Alors il faut se méfier un tout petit peu avec les calques, c'est-à-dire que si j'ai que le calque 1 enclenché, que je fais un F12 ici, je suis peut-être un petit peu pour vous montrer. Oh là là, attendez, je vais déplacer mon clavier, je vais prendre un clavier externe, voilà, échappe. Donc je reviens, je resélectionne les deux calques, mon objet, je vais les rapprocher carrément pour le coller. Voilà, je vais carrément les mettre un sur l'autre, ça ils vont se toucher, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Là si je fais un F12, j'ai les deux calques sélectionnés, je vois les deux objets. F12 c'est le rendu, c'est ce qu'on obtient dans les rendus. Si je sélectionne que le calque 1, je fais un F12, je ne vois qu'un seul objet. D'accord ?
si je sélectionne le calque 2, je fais F12, je vois que le deuxième objet. Là, non, normalement on peut mettre qu'une seule, que l'objet entier. Là, en faisant F12, on remarque que sur le deuxième objet, mon objet est noir, sans lumière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas dans le second calque la lumière qui apparaît, parce qu'elle est dans le premier calque, la lumière. Alors c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que quand on veut faire un F12, un rendu avec des calques différents, c'est bien d'avoir les lumières séparées, ce qui permet de sélectionner le calque où il y a les lumières. Genre je fais celui-là, je fais un M et je le mets dans le calque 3. Voilà. Et je sélectionne le calque 3 où il y a la lumière et le calque 2. Et là, si je fais un F12, ça va marcher. J'ai pas besoin de la dupliquer, la lumière. Je la mets dans un calque et je la sélectionne carrément avec le calque que je veux rendre. Ça, c'est bien si je veux faire des rendus séparés, quoi. Donc ça fonctionne vraiment comme un calque. La caméra, elle, par contre, la caméra standard, vous voyez, on ne la voit pas, la caméra, on ne peut pas la déplacer puisqu'elle est dans le calque 1. Alors c'est bien aussi de la mettre dans le calque 3 avec la lumière. À la limite, je vais faire un move, je vais la mettre avec le 3. Comme ça, si je me mets dans le calque 3, j'ai que la caméra et je peux, en sélectionnant le calque 2, faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire caméra, shift, l'objet, et même pas, je vais pas prendre l'objet. Ce que je vais faire, je vais vous montrer un truc qui est bien pour les caméras, pour tout, parce que d'habitude je vous fais le track to constraint sur l'objet, parce que j'en ai qu'un d'objet. C'est bien, mais ça permet pas vraiment de régler comme vous voulez votre scène, vu que vous êtes obligé de bouger votre objet. Alors c'est un moyen rapide de pointer vers l'objet, mais le mieux c'est de mettre votre curseur. Alors je désélectionne tout, je positionne mon curseur et je crée un empty. Un empty qui est un objet vide, mais qui va me servir en l'occurrence là pour faire un manipulateur de pointage. Donc je crée un empty, il est là, et surtout il est dans ma liste des empty ici, parce que pour aller l'attraper après ça sera facile. Donc là je vais aller dans le petit onglet d'objets et je vais le renommer en track cam. Comme ça je sais que c'est mon empty de track cam, et là il s'appelle track cam. Et je vais faire caméra, shift empty, et je fais un CTRL T, track to constraint, et là ma caméra pointe vers l'empty. Toujours, si je déplace mon empty, la caméra tourne, on la voit là actuellement, elle tourne. Voilà. Ça c'est très pratique pour régler les points de focalisation ou les points de vue. C'est-à-dire que si je mets ma caméra comme ça, eh bien, si je fais un F12, je vais pointer comme ça et le cube il est juste dans le coin supérieur droit de mon image, parce que le rendu est un rendu de caméra, de la caméra active, parce qu'on peut avoir plusieurs caméras. Si je ramène mon empty ici, je refais un F12 et là on est bien. Donc voilà comment on peut travailler avec l'empty. Donc le track to constraint vous permet après de bien régler votre caméra, et non seulement là je la bouge en étant en vue extérieure et en voyant la caméra qui bouge, mais je peux être en vue de caméra en appuyant sur 0. J'ai mon empty toujours diffusé, et là je peux bouger, faire déplacer ma caméra sur les zones qui m'intéressent sans trop de problème. C'est quand même bien plus pratique que de travailler avec le G, avec le Z. Je sais pas, ça fait le point de focal quoi, qui est vachement sympa. Alors l'empty, il fait, vous êtes en mode objet, vous mettez votre curseur à un endroit où vous voulez, et vous faites Shift A, Add, au lieu d'ajouter un mesh, vous ajoutez un empty. Ou vous allez en haut, vous faites Add Empty. C'est un objet à part entière. D'accord? C'est ici. Et il se rajoute, alors vous le renommez, comme ça vous le retrouvez, parce que vous pouvez faire un empty pour le track caméra, mais vous pouvez faire un empty pour la lampe numéro 1, pour la lampe numéro 2. Vous les appelez track L1, track L2, etc. quoi. Et on peut les obliger à aller dans des comment dire, à suivre des équations, etc. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. On a des layers aussi ici,
des layers de relations. On est dans l'onglet relations. L'empty est dans le layer 2. Si je me mets dans le layer 1, mon empty il est plus là. Hein. C'est des calques, voilà, ils vous disent bien le calque sur lequel se trouve l'objet. Alors, s'il est parenté avec quelqu'un, on voit ici avec qui il est parenté. Là, en l'occurrence, il est parenté avec personne. C'est ma caméra qui devrait être parentée avec l'empty. Elle n'est pas forcément parentée, c'est une constrainte, donc c'est pas un parent. J'ai dit n'importe quoi là, supprime. Je veux pas le parenter. Bon, de toute façon, en l'occurrence, c'est pas bien grave. Si je reviens sur mon objet, c'est un type objet. Ok, supprime. Tac. Voilà. J'ai supprimé le parent. Donc je resélectionne mon empty. Il y a toujours le track qui suit. Donc c'est assez intéressant de travailler avec l'empty. En général, et prenez cette habitude-là. Et pensez à renommer vos objets. Hein, lampe comme vous voulez, mais d'ailleurs si vous avez plusieurs lampes, elles s'appellent toutes lampes. C'est bien de l'appeler lampe soleil. Par exemple, je vais l'appeler soleil pour celle-là parce que c'est le sun, soleil. Et si je crée une autre lampe, je vais revenir en vue de face. Hop. Je reviens avec une autre lampe, un Shift D. Elle me génère un soleil aussi. Et celle-là, je vais l'appeler Area. Et je vais mettre une lampe Area qui éclaire dans ce sens-là. Si tu veux, ça va faire mal au niveau de la surexposition, ouais, évidemment. Alors les areas, bon, on reviendra peut-être sur les éclairages, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais les areas ont tendance à vraiment faire de la surexposition si vous avez le petit trait, hein, le trait que vous voyez là, de distance qui est très qui traverse l'objet. Et là je touche. Et ici toi. Hop, voilà. Je vais mettre en Z plus haut. Et j'aimerais bien, voilà. Ici je le mets carrément dessus pour voir. Donc là on voit bien que mon trait de mon area traverse mon objet. Si je fais un rendu avec ça, j'ai une surexposition à fond, ça éclaire un max. C'est même pas une histoire d'énergie en plus, hein. C'est même si je baisse, je fais un rendu, je suis toujours à fond au niveau d'éclairage. Ça fait la surexposition vraiment beaucoup. Ça crame. Il faut augmenter la distance. Alors on se met en mode objet, enfin en mode vue, et la distance, je vais l'augmenter, je vais la mettre à 60. 60. Non, la distance là c'est la distance dans laquelle il envoie, il faut la diminuer. Je vais dire. Donc je vais la mettre à 15 parce que j'étais à peu près au double. Et là je vois que je touche mais j'écrase plus quoi. Et on voit le résultat ici sans changer l'énergie. Et surtout on va le voir ici. Ça devient beaucoup plus intéressant. N'oubliez pas que l'area est une lumière qui est censée représenter une zone carrée dans une pièce, un éclairage indirect on va dire. C'est une télévision, c'est une fenêtre en fond, c'est quelque chose de clair quoi. En principe c'est des zones des airs quoi, c'est une aire quoi. Donc c'est une source de lumière par en point. Donc les layers, ils sont sauvés en blend, oui, on peut pas les sauver séparément, ils sont tous sauvés dans la même. Quand vous faites là, j'ai j'ai tous mes layers qui sont là, les objets sont dispatchés dedans, et quand je fais mon sauvegarde de mon point blend, tout est dispatché dedans, il n'y a aucun souci. Ça passe bien. Vous avez tout votre, ça vous permet d'éclaircir un peu la zone parce que vous pouvez avoir des scènes avec plein de choses ou avoir des lampes différentes, etc. Donc c'est bien de mettre les layers dans des, mais prenez compte dans des zones, enfin mettre les objets dans des zones différentes. Par contre, faites attention au niveau des lumières de sélectionner le layer où il y a les lumières, parce que chaque lumière aussi on peut lui définir, voilà, on peut la verrouiller sur un layer fixe. Quand on fusionne les layers, ça lit, non, ça lit pas, ça n'a rien à voir de
Les layers, ce sont des caches. Quand vous fusionnez les layers, non, on fusionne pas les layers, on les affiche séparément. Donc on autorise l'affichage ou pas. Ils sont pas fusionnés. Hein, ils sont juste affichés ou pas, actifs ou pas. C'est pas affiché, c'est actif ou pas. Si vous voulez ramener des objets fusionnés, comme on pourrait fusionner des caches dans Photoshop par exemple, pour faire qu'un seul cache en fin de compte, il faut sélectionner vos objets et les ramener dans un seul cache. Hein, vous prenez celui-là qui est dans le 2, si vous voulez fusionner avec le 1, vous faites un M, et vous sélectionnez tous les objets qui sont dans ce cache-là, en faisant A, vous faites un M, et vous le ramenez dans le cache 1. Voilà, et là il est dans le 1. Dans le 2 il n'y a plus rien, mais il est dans le 1 maintenant. Donc M pour move, ouais, M, touche M. Group mouse and machin. D'accord. M comme move, déplacer. D'accord. C'est move to layer. Donc voilà pour les layers. Alors je sais pas, je pensais que mais je vous en ai parlé déjà, il me semble, de ce truc là. Donc je sais pas, vous avez bien compris au niveau des layers comment ça se passe. Ce sont des caches, des tampons que vous pouvez, ce sont des caches, hein, des calques que vous pouvez activer ou pas, et qui vous permettent d'afficher et de mettre en action dans le rendu certains éléments ou pas. Donc par exemple si je prends le cache 1 et que je sélectionne le cache 3 où il y a les lumières, si je fais un rendu, je vois tout. Donc tout est bien éclairé. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que même les trois sélectionnés là, chaque lampe a un paramètre supplémentaire. C'est ça, c'est This Layer Only. Alors ici, on le voit ici, This Layer Only, qui lui va limiter l'action de ma lampe sur le cache dans lequel elle est. En l'occurrence, elle est sur le 3, donc elle n'est pas sur le 1, sur lequel sont mes objets. Donc normalement, mon area ne devrait pas être active en dehors du cache numéro 3, donc je ne devrais pas avoir le résultat dans le rendu. Je fais un F12, voilà le rendu. Il est différent, puisque j'ai plus que le sun qui est activé. Alors, si je veux vous montrer, je décoche This Layer Only et je fais tout de suite un F12. Et vous voyez la différence, voilà. On voit quand même que qu'il y a une lampe en plus qui est active là. Hein, ça c'était pour le calque. Est-ce qu'il y avait autre chose? C'est pratique hein, dans la construction. Un truc dont je vous ai pas parlé, je sais pas si je vous en ai parlé en tuto, en cours, c'est le spin. Le spin, ou alors c'était sur un cours que j'ai pas enregistré. Je vais vous en reparler quand même vite fait pour laisser une trace, pour ceux qui l'ont pas vu sur YouTube. Un objet quelconque que j'ai là, je vais passer en mode edit, je vais sélectionner la face. Si je veux dupliquer, je vais mettre en vue de face, voilà. Je sélectionne tout, je vais prendre cette face là, je reviens en vue de face, je mets mon curseur ici. Alors le spin on le retrouve ici, voilà. Le spin on le trouve ici, c'est un modifier donc qui est quand même utilisé souvent. Ça sert à faire comment dire, une projection autour d'un axe, et l'axe, le centre de l'axe va être votre curseur. C'est-à-dire que là mon curseur je vais le mettre ici, et je vais avoir une rotation qui va tourner autour de mon curseur. Donc quand je clique sur spin, par défaut il me met déjà un angle ici de 90 degrés. Hein, le centre c'est la position de mon curseur, et ça me duplique la face que j'ai sélectionnée. Alors c'est très pratique pour faire des angles. On peut définir le nombre d'étapes, de pas qui vont tout simplement définir ma rotation, là, mon angle. Donc je peux diminuer comme ça, et je peux définir si on fait une copie ou pas. Là je vais sélectionner une face, si je fais dupli, je vais avoir que les faces qui sont dupliquées. D'accord? Ce qui peut être intéressant quand vous faites un spin rapide d'un objet quelconque. Là je vais annuler le dupli parce que je veux m'en servir en tant que tuyau.
si je passe en mode vue intérieure, vous remarquez que l'intérieur de mon objet, il n'y a pas les faces. Hein. Il y a la face que sur la fin, mais au centre, il n'y a pas besoin de supprimer les faces à l'intérieur. Donc il ne me génère pas les faces à l'intérieur. Et d'ailleurs, il me vire la première face que j'avais ici. Donc mon objet est bien creux. C'est ce qui m'intéresse. Voilà. Donc avec le spin, hein, vous pouvez faire des modifications et faire des rotations comme vous voulez. C'est-à-dire si je mets mon curseur, je vais passer en mode ici vertige, je mets mon curseur là, je fais un Shift S, sélection to curseur. Non, je fais curseur to selected. Voilà, ça me met mon curseur sur mon point là. Il va servir de point de rotation, donc ça va tourner comme ça. Si je fais un spin ici, est-ce que j'ai appliqué l'autre? Ouais. Je mets un angle. Il n'a pas pris le spin ou quoi? Pom, pom, pom. Pom, pom. Alors, spin. J'ai l'impression... Ah oui, mais je spinne rien du tout, j'ai spinné mon point sur lui-même. Alors évidemment, ça va pas le faire là. Je vais faire un contrôle. Je vais faire un remove double là d'ailleurs, parce que j'ai certainement des points qui se sont mis les uns sur les autres. Voilà. Donc il m'a rien supprimé. Je vais faire un A, remove double. Il m'a enlevé bien 6 vertices quand même, hein, puisque c'est des points qui se sont mis les uns sur les autres. Donc je sélectionne juste celui-là. Je fais un Shift S. Je mets mon curseur sur ce point-là pour l'avoir bien positionné sur l'arête. Maintenant je fais un A. Je sélectionne toute la partie là. Voilà. Et là je peux faire un spin autour de ce point-là. Alors il tourne pas dans le bon sens. Je mets un moins 90. Moins 90. Et là il tournera dans le bon sens. Alors, je me mets en vue comme ça. Le problème c'est qu'il a tourné en fonction de ma position de ma caméra. Ah oui, ça aussi. Le spin pivote autour de votre point, mais aussi en fonction de votre caméra. Hein, donc il faut vraiment se mettre bien dans l'axe avec la caméra si vous voulez que ça se passe bien. Là il tient compte du global. Hein, donc le spin il m'a tourné comme ça. Je fais un CTRL Z et je vais me mettre tiens comme ça pour voir. Et là je vais refaire le spin en négatif. Moins 90 c'est bon. Et là vous voyez que il m'a fait le spin tordu comme ça ce coup-ci. Je vais me mettre en Z comme ça vous voyez mieux ce que ça donne. Ça part carrément en cacahuète. Donc là c'est important d'avoir votre caméra, de bien positionner votre caméra de façon à ce que le spin tourne dans le bon sens. Je vais me mettre en vue de face donc pour que ça tourne bien en mode orthogonal, orthographique, hein, pour que ça tourne bien comme je veux, parce que je le veux comme ça. Et là je fais mon spin, et là il tourne bien pile poil. Et là je peux extruder, extrude, et ça part. Je reprends ça ici, je suis dessus, Shift S, curseur to select, je fais ça, et je fais un spin. Est-ce que je sélectionne tout devant et derrière? Je vais faire ça. Voilà. Comme ça je suis sûr de prendre toute ma face. Et je refais un spin en positif. Voilà, ben il est bon. Hein, d'accord? Bon. C'est pas compliqué, mais je voulais vous le remontrer. C'est un outil qui sert énormément, quoi. Évidemment, là j'en fais que 3, mais je pourrais avoir beaucoup plus d'angles. Hein, si je mets mon curseur ici et je fais un spin, ce coup-ci, alors là il va tourner dans ce sens-là. Je vais le remettre en positif, 90, et je vais augmenter le nombre de... Voilà, et là je bouge mon... Si je bouge lui, ça va pas aller. CTRL Z, je vais bouger la position. Alors là c'est trop tard parce que j'ai commencé à toucher. Mais si je fais un spin ici, j'ai un 90 là, d'accord. Je peux bouger la position de mon centre ici en déplaçant ici les valeurs. Donc je peux corriger le Z plutôt, ma rotation à la volée comme je veux. Hein. Et les axes, je peux les faire tourner comme ça correspond à l'axe de ma caméra. Ce qui est quand même vraiment intéressant parce qu'une fois qu'il est lancé, après une fois qu'il est lancé, vous pouvez bouger votre caméra pour voir comment vous êtes, et après vous bougez vos axes comme ça vous intéresse, en l'occurrence le Z,
plus comme ça, et lui comme ça. C'est très... c'est intuitif comme manipulation. Voilà, c'est intuitif comme manipulation, on va dire. On va dire que c'est intuitif. Hein, ça vous permet de bien vous ajuster, de bien faire ce que vous avez à faire. Façon de travailler, de faire des arrondis, de faire si je fais si je sélectionne tout, fichier nouveau, je redémarre que. Voilà, bon, me revoilà. Je vais démarrer un spin pour faire une arcade. Donc ce coup-ci, je me mets en vue de face. Je me décale, je prends mon cube, je le décale de 2 crans ou 3 crans. CTRL Z, je le décale sur les X avec CTRL appuyé pour rester aligné sur mon maillage. Je vais remettre le curseur au centre en faisant un Shift S, curseur to center. Et une fois que j'ai fait ça, je vais quand même vous voyez, parce que là j'ai mon curseur qui est au centre, mais mon cube lui n'est pas au centre. Donc il faut que je fasse, je vais descendre mon cube de 1 cran. Voilà. Et je vais sélectionner, passer en mode edit, et je vais supprimer tout ce qu'il y a en dessous. B, voilà, X, vertice. Voilà, je garde que la face. Comme ça je ne serai pas embêté. Je passe en mode face. Je sélectionne ma face. Et là je vais faire un spin. Alors le spin qui se trouve ici. Un spin de 180 degrés. Entrée. Donc ça part bien d'ici au niveau de mon curseur pour finir au niveau de mon curseur. J'ai un spin de 180 degrés. J'ai une arcade qui est bien du premier coup sans me casser la tête. Donc le spin est quand même assez puissant. Il faut juste l'utiliser correctement, bien penser au point de pivot, le centrer, vous aligner en vous alignant sur la grille pour être sur les bons axes, sinon vous allez avoir des décalages. Là j'aurais pu partir d'un plan directement, là, ça m'aurait évité d'avoir ce petit point au centre que je vais m'empresser de remettre à sa place en sélectionnant mon objet et en mode objet et faire un CTRL A location. Ça me remet le centre de mon objet sur son centre ici, sur son horizontal. Donc là je retrouve l'objet centré sur son centre. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Demain on verra les textures, des techniques de projection d'images sur les objets. Il y en a quand même pas mal sur Blender et ça va être amusant. À demain.